La pression ne commence pas demain, elle est déjà là, en annonçant que la pression va continuer. Ibrahim Traoré ne prépare pas les esprits. De fait, il les enferme dans une trajectoire. Ce n'est pas un avertissement, c'est une consigne de vol. L'image de l'avion en bout de piste n'est pas une métaphore légère. Un avion à ce stade n'a plus l'option de freiner sans conséquence. Quand les pleins gaz sont enclenchés, une seule chose compte, d'y atteindre V1. Après ce point, revenir en arrière devient plus dangereux que continuer. Ce discours place l'année 2026 exactement là, pas comme une promesse, comme un seuil. 3 années de pression ne sont pas décrites comme une épreuve subie, mais comme un entraînement. Le peuple, l'administration, les institutions, tous sont présentés comme déjà formés à fonctionner sous contrainte. La fatigue n'est pas niée, elle est normalisée. Et c'est là que le basculement se produit. Traoré ne demande pas si le pays est prêt, quand il affirme qu'il n'a plus le luxe de l'hésitation. La pression n'est plus un risque à éviter, elle devient une méthode assumée. Ce cadrage est stratégique, car une fois que la pression est acceptée comme condition normale, toute critique future peut être disqualifiée comme faiblesse. Quand l'endurance devient la norme, la plainte devient suspecte. Ce n'est pas un discours pour rassurer, c'est un discours pour verrouiller, en liant les résultats passés à l'acceptation collective du sacrifice. Une équation est installée. 2, si ça a marché sous pression, alors relâcher serait trahir. À ce stade, la question n'est plus si la pression est justifiée. La vraie question devient 2, il y en a qui osera demander à ralentir un avion déjà lancé. Et 3, la révolution n'est pas présentée comme un événement. Elle est décrite comme un tri. Dans ce discours, Ibrahim Traoré ne célèbre pas seulement ce qui a été fait, il redéfinit qui compte et surtout qui ne compte plus. Le peuple n'est pas invoqué comme une abstraction, il est présenté comme la condition même de la réussite. Sans lui, rien n'aurait été possible. Avec lui, l'impossible devient exécutable. Ce glissement est crucial car il transforme le soutien populaire en capital politique non négociable. Si les résultats existent, alors le peuple a validé la trajectoire. Et si le peuple a validé, toute contestation devient marginale par définition. À l'inverse, les opposants sont systématiquement réduits à une posture. 2, ils doutent, ils raillent, ils découragent, jamais ils ne proposent, jamais ils ne construisent. Ce n'est pas une attaque émotionnelle, c'est une disqualification fonctionnelle. En répétant que les petits esprits ont toujours crié à l'impossibilité, le discours installe une règle implicite. Douter, c'est appartenir au passé. Agir, c'est appartenir à la révolution. L'agriculture devient alors un terrain de preuve. Ce qui était déclaré irréalisable se fait pas ailleurs. Ici, cacao, café, blé, ananas, vigne, TES. La liste n'est pas décorative, et là, elle sert à montrer une rupture méthodique avec l'économie d'exportation brute. Produire, oui, mais surtout transformer sur place. Quand la transformation devient l'objectif central, une ligne est tracée, l'économie cesse d'être tournée vers l'extérieur, elle se replie sur ses propres enfants. Ce choix n'est jamais présenté comme idéologique, il est présenté comme évident, presque naturel, et c'est précisément ce qui le rend puissant. Car une fois que produire et transformer localement devient la norme morale, consommer autrement commence à ressembler à une déloyauté. Le discours ne force pas l'adhésion, il crée un cadre où ne pas adhérer demande justification. À partir de là, le discours change de densité. Il ne s'agit plus seulement de produire, il s'agit de former ceux qui produiront demain. L'éducation n'est pas évoquée comme un secteur parmi d'autres, elle est repositionnée comme une infrastructure stratégique, amphithéâtre, centre de formation, lycée technique. La liste progresse comme une chaîne industrielle, formée, équipée, alignée, ce qui est abandonné sans jamais être attaqué frontalement. C'est l'illusion de l'enseignement général comme horizon unique. Le message est clair, un pays qui accumule du savoir sans capacité de transformation reste dépendant.
en annonçant des pôles de croissance liés directement à la production sanctiesbet och sanctiesbagre samandeni et sancties des sancties. L'éducation est géographiquement arrimée à l'économie réelle. Apprendre n'est plus séparé de produire. Étudier n'est plus une attente, c'est une préparation à l'action. La future université technologique s'inscrit dans cette logique. Elle n'est pas présentée comme un symbole de prestige, elle est présentée comme un outil de rattrapage brutal. Quand Traoré affirme que le pays se situe encore dans les années 1800, ce n'est pas une provocation gratuite, c'est une stratégie de choc cognitif. Accepter ce diagnostic, c'est accepter l'urgence, refuser ce diagnostic, c'est refuser l'effort qui s'impose. Le saut de 100 ans en moins de 5 ans n'est pas décrit comme probable, il est décrit comme nécessaire. Et ce glissement est fondamental, car ce qui est nécessaire cesse d'être négociable. Le laboratoire, les équipements de recherche, le microscope électronique de pointe, DEUS, ces éléments ne servent pas à impressionner, ils servent à ancrer le discours dans une matérialité irréfutable. La recherche ne sera plus externalisée, la dépendance intellectuelle devient un coût à éliminer. À ce stade, la pression change de nature, elle ne repose plus seulement sur l'effort physique ou administratif, elle devient une pression temporelle. Rattraper le retard n'est plus un objectif abstrait, c'est une course contre l'obsolescence. Une fois que ce cadre est posé, une conséquence s'impose silencieusement. Tout ralentissement devient une menace existentielle. Chaque année perdue est présentée comme une condamnation. Le discours ne dit pas « nous voulons avancer », il dit « rester immobile n'est plus une option ». Et quand l'immobilisme est disqualifié moralement, la vitesse devient une vertu politique. Puis vient le moment où la parole cesse d'être pédagogique, elle devient démonstrative. L'autoroute n'est pas racontée comme un chantier, elle est racontée comme un refus. Refus d'un modèle hérité, refus d'un futur hypothéqué, refus de condamner des générations qui ne sont même pas encore nées à des dettes de 50 ans. Les chiffres ne sont pas là pour informer, ils sont là pour fermer la discussion. 2 fois 2 voies à plus de 1000 milliards, financées sur une décennie, proposées par des entreprises étrangères. Ce n'est pas un projet, c'est un piège présenté comme solution. Quand l'option 4 fois 2 voies est évoquée, les moqueries apparaissent. Pas par hasard, elles servent de décor narratif, car toute décision stratégique a besoin de ses sceptiques pour devenir héroïque. Mais la bascule ne se fait pas sur l'orgueil, elle se fait sur la méthode, décider de faire soi-même. Ce n'est pas un coup de tête, c'est l'aboutissement d'un raisonnement de 2, il y a aussi le financement en chaîne. Alors l'autonomie libère, si l'expertise externe ralentit, alors l'ingénierie nationale accélère. Les jeunes ingénieurs deviennent alors une pièce centrale, pas comme symbole de jeunesse, comme preuve de capacité, sans bulldozer sur un seul chantier, un rythme que personne n'attendait, des délais compressés jusqu'à l'incrédulité. Ces images ne sont pas neutres, elles servent à installer une nouvelle normalité. Le Burkina Faso ne demande plus la permission de construire grand. À partir de là, une autre logique s'impose. Si cette autoroute est possible, alors d'autres le deviennent aussi. Si ce chantier avance, alors l'argument du pays trop pauvre s'effondre. L'infrastructure cesse d'être une ambition, elle devient une arme transversale pour l'économie, pour la sécurité, pour la souveraineté territoriale, et surtout, un message est envoyé sans être formulé. Ce qui a été retardé pendant des décennies, n'était pas impossible, c'était bloqué. Une fois ce verrou levé, une conséquence s'impose. Le retour à l'ancien modèle devient impensable, car quand un pays découvre qu'il peut faire seul, dépendre redevient une humiliation stratégique. À ce stade, le discours ne cherche plus à convaincre, il cherche à trier ceux qui avancent et ceux qui parlent, les impérialistes, les ONG, les relais internes. Ils ne sont pas décrits comme une menace militaire, ils sont décrits comme une nuisance psychologique, une machine à user le moral, une stratégie de corrosion lente. Ce cadrage n'est pas improvisé,
Il sert à déplacer le champ de bataille. Et l'enjeu n'est plus seulement la sécurité ou l'économie, c'est la résistance mentale. Quand Traoré parle de tentatives d'intimidation, de menaces, de campagnes de dénigrement, il ne demande pas de compassion, il installe une hiérarchie morale. D'un côté, ceux qui construisent sous pression, de l'autre, ceux qui commentent depuis l'extérieur, les forces de défense, de sécurité. Les VDP deviennent alors des figures de référence. Non pas parce qu'ils gagnent toujours, mais parce qu'ils continuent malgré tout. Le silence de leurs détracteurs est présenté comme un aveu. Quand le résultat apparaît, le discours adverse s'éteint, pas par persuasion, par épuisement. Ce schéma est essentiel, car il transforme la critique en bruit temporaire. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui se dit, c'est ce qui tient dans le temps. Et à partir de là, une frontière morale est tracée. Et en fait, participer devient un devoir historique. Ne pas participer devient une absence qu'il faudra expliquer plus tard, quand Traoré appelle ingénieurs, travailleurs et citoyens à entrer dans la danse. Il ne recrute pas, il distribue les rôles d'un récit futur, ceux qui auront construit et ceux qui auront regardé. La répétition du mot historique n'est pas accidentelle, elle prépare l'après, le moment où l'on écrira qui a fait quoi et qui s'est tenu à distance dans ce cadre. Même la fatigue est requalifiée, elle n'est plus un signal d'alerte, elle devient la preuve qu'on est au bon endroit. Le courage n'est plus une qualité individuelle, il devient une monnaie collective. Plus on en dépense aujourd'hui, plus on espère en récolter demain. Mais cette logique a un prix. Car lorsque l'effort devient une obligation morale, refuser l'effort cesse d'être une option neutre. Et une société construite sous pression peut produire des résultats spectaculaires, mais elle crée aussi une question que le discours ne formule jamais explicitement. Que se passe-t-il le jour où la pression ne suffit plus? 3. À ce point précis. Le récit ne donne pas de réponse, il laisse volontairement le vide. Et ce vide devient, à lui seul, une source de tension durable. C'est ici que le discours atteint sa zone la plus sensible, non pas là où il attaque, mais là où il normalise. La pression n'est plus seulement un contexte, elle devient une culture. Quand Traoré répète qu'il faut maintenir la pression, il ne parle plus d'un moment exceptionnel. Il parle d'un mode de fonctionnement durable. La contrainte cesse d'être transitoire. Elle devient structurelle à partir de là. Le récit opère un glissement discret mais décisif. Les difficultés ne sont plus des problèmes à résoudre. Elles deviennent des filtres. Ceux qui tiennent passent. Les autres disparaissent du champ narratif. Ce mécanisme est puissant, car il élimine le besoin de justification permanente. Si la pression est la règle, alors seuls les résultats comptent. Et si les résultats sont là, toute souffrance devient secondaire. Le discours ne nie jamais la fatigue, mais il refuse de lui accorder un statut politique. La fatigue est individuelle, l'objectif, lui, est collectif. C'est ainsi que se construit une logique d'irréversibilité. Revenir sur une décision ne serait pas un ajustement, ce serait une trahison de l'effort déjà consenti. À ce stade, le nom d'Ibrahim Traoré devient moins fréquent, le récit s'élargit. Il ne s'agit plus d'un homme, il s'agit d'un système en mouvement, un système où l'administration, l'armée, les ingénieurs, les ouvriers sont liés par une même injonction, devons avancer. Peu importe le bruit, peu importe les critiques, peu importe la fatigue, ce type de narration crée une force réelle. Elle aligne les comportements, elle réduit les zones grises, elle simplifie les choix. Mais elle produit aussi un effet secondaire inévitable. Quand tout est urgence, plus rien ne peut être discuté calmement. Quand tout est priorité, hiérarchisé devient suspect. Le discours trace alors un futur implicite. Si la pression est maintenue, le pays avance vite. Si elle se relâche, le retard revient. Et si quelqu'un propose de ralentir, il devient responsable du retour en arrière. Ce futur n'est pas imposé par la force, il est installé par la logique.
Une fois que la population accepte que la vitesse est la condition de la survie, la question démocratique change de forme. Elle ne porte plus sur le choix de la direction, elle porte sur la capacité à suivre certains. Et c'est précisément là que se joue la prochaine phase, car un système bâti sur l'endurance doit, tôt ou tard, affronter ses limites. La pression peut unir, et elle peut accélérer, mais elle ne peut pas être éternellement la seule réponse. La suite dépendra d'un point critique encore invisible, le moment où continuer coûtera plus cher que s'arrêter. À ce stade, le discours ne regarde plus seulement le présent, il projette une ligne de fracture dans le futur. 3 trajectoires apparaissent, même si elles ne sont jamais nommées. Première trajectoire, et Deutz, l'acceptation totale. La pression est intégrée, le rythme devient une identité nationale. Produire vite, construire grand, rattraper coûte que coûte. Dans ce scénario, le pays gagne en infrastructure, en capacité, en confiance, mais il accepte aussi que la tension permanente soit le prix à payer. La normalité devient exigeante, l'exception disparaît. Deuxième trajectoire, 2 = le refus, pas frontal, progressif. Des voix demandent à ralentir, à consolider, à respirer. Dans le cadre posé, ce refus ne peut pas être neutre, il est immédiatement interprété comme un risque, un retour possible vers ce qui a été rejeté, de la dépendance, l'attente, l'immobilisme. Le débat devient alors asymétrique, celui qui freine doit se justifier plus que celui qui accélère. Troisième trajectoire, 2 au point, le silence prolongé, la plus dangereuse, et la pression continue, mais sans discussion. Les résultats masquent les tensions internes, jusqu'au jour où l'usure n'est plus individuelle, mais systémique. Le discours de Traoré ne choisit pas explicitement. Il pousse, il crée un environnement où certaines options deviennent coûteuses avant même d'être formulées. C'est là que la stratégie est la plus fine. Le pouvoir ne force pas l'adhésion. Il rend la non-adhésion inconfortable en se projetant déjà dans le récit historique. 5 les 5, ceux qui ont construit, ceux qui ont participé. 5 et 7, le futur est écrit à l'avance. Ne pas être dedans aujourd'hui, c'est risquer d'être absent demain, mais cette écriture anticipée pose une question lourde. C'est quand tout est présenté comme historique, comment distinguer l'essentiel du précipité. Elle croit bien, le discours transforme le temps en adversaire, chaque délai devient une faute potentielle, chaque hésitation une faiblesse, et pourtant c'est précisément dans ces zones de doute que se joue la solidité à long terme, car un pays peut accélérer longtemps, mais il ne peut pas ignorer indéfiniment le coût humain, organisationnel, institutionnel de cette accélération. La pression peut être un moteur, elle peut aussi devenir une dépendance. La suite ne dépendra pas seulement de la capacité à continuer, et dit Kyo, elle dépendra de la capacité à savoir quand changer de rythme. Ce discours ne demande pas l'adhésion, il fabrique un cadre où avancer est moralement valorisé, où ralentir devient suspect, où critiquer exige du courage supplémentaire. Ibrahim Traoré n'y apparaît plus comme un individu, il a déjà glissé hors du centre. Ce qui reste, c'est une mécanique de pression, résultat de légitimation, accélération. La force de ce récit tient à une chose simple, il transforme des choix politiques en nécessités historiques. Quand une direction est présentée comme la seule capable d'éviter le retour en arrière, elle cesse d'être débattue, elle est suivie, mais ce type de construction n'est jamais neutre à long terme, car une société qui apprend à fonctionner uniquement sous tension perd progressivement sa capacité à imaginer autrement. Si ce cadre est pleinement accepté, le Burkina Faso peut gagner en autonomie matérielle, en fierté productive, en vitesse d'exécution, mais il devra aussi apprendre à vivre avec une exigence permanente, où le repos n'est jamais prioritaire, où la discussion arrive après l'action. Si ce cadre est rejeté, la rupture ne sera pas douce, elle prendra la forme d'un affrontement narratif, avancer ou trahir, continuer
continuer ou revenir en arrière. Et si le silence se prolonge, si la pression continue sans ajustement, le risque n'est pas l'échec immédiat. Le risque est l'usure invisible, celle qui ne se voit pas dans les bilans, mais qui finit toujours par apparaître ailleurs. Ce discours a une efficacité réelle. Il mobilise, il aligne, il accélère, mais il pose une question qui ne peut être évitée éternellement. 2. Comment transformer l'endurance en stabilité sans transformer la pression en piège? 3S. C'est là que se jouera la suite. Pas dans les slogans, pas dans les chiffres, mais dans la capacité collective à décider quand continuer à accélérer et quand apprendre à durer. Pensez-vous que la pression peut rester un moteur sans devenir une dépendance? 3. Où placez-vous la limite entre accélérer et s'épuiser? 3. Ce sont ces débats-là qui décideront de la trajectoire réelle, bien au-delà du discours.